Thierry Lurton, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc propriétaire du château de Camarsac. Oui, oui. On va en parler tout à l'heure. C'est un château qui est situé... à 15 km de Bordeaux, 15 km de la place de la Bourse et qui est un château 14e siècle. Voilà, et où on retrouve du vin depuis le 15e siècle, depuis 1408. Donc une grande histoire. Oui. Voilà. Et donc Bruno Mottet, vous êtes négociant propriétaire du château de Seguin, maison de négoce B-Wine. Exactement, donc le château de Seguin à Lignan de Bordeaux, également à 15 km de Bordeaux. Et je suis également en effet négociant. D'accord. La maison de négoce B-Wine. Alors on va commencer à parler de vous, Thierry. Vous êtes donc propriétaire de ce château de Camarsac. Alors effectivement, c'est une grande histoire. C'est aussi une histoire de famille. Alors, on peut le dire. Mon père a racheté cette propriété en 1973, mais il faut dire que c'était certainement un rêve parce que Camarsac était le départ du tramway de Bordeaux à l'époque. Ah bon? Jusque dans les années 50, donc mon père, jeune dans l'entre-deux-mers, allait prendre le tramway à Camarsac. D'accord, et donc c'est peut-être la raison pour laquelle... On ne sait jamais, des fois il y a des petits rêves d'enfance qui peuvent rester. Oui. C'est là-dessus que se construit aussi souvent justement ces propriétés, et ces empires on va dire. Parce qu'on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de châteaux Lurton ici sur toute la région, il y a beaucoup de propriétés. Et qui se sont construites beaucoup autour du rêve. Souvent, on dit par exemple à mon père qu'il a eu le nez creux, etc. Il dit non, j'ai aimé des choses et j'ai essayé de les faire et puis ça s'est bien passé. Mais je crois que c'est aussi parce que c'est des gens qui ont été capables de rêver et d'accéder à des choses auxquelles personne ne croyait trop. Alors parlez-nous de cet endroit. Alors, Camarsac, c'est une propriété du XIVe siècle qui fait partie des belles endormies, on va dire, parce que la difficulté de l'entre-deux-mers, c'est ses vallons. Et donc, c'est la diversité de ces terroirs. La diversité de ces terroirs fait que c'est des terroirs difficiles à travailler. Moi, je suis arrivé, c'est une propriété que j'ai rachetée il y a 10 ans à une de mes sœurs, avec l'idée de dire, mais la diversité, c'est une force exceptionnelle. Diversité d'histoire, donc depuis le XIVe siècle et maintenant jusqu'au XXIe, puisqu'on a construit tout un chez sous photovoltaïque, donc on est complètement dans le 21e, diversité des terroirs, et on a fait aussi une diversité des vins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je produis 8 vins différents, mais c'est lié à la volonté de vouloir faire de la cuisine sur les terroirs et de se dire, mais sur ces terroirs différents, on doit avoir des maturités différentes, des raisins différents, et donc on doit cuisiner des plats différents. Et donc on est rentré un peu dans une histoire un petit peu folle, mais finalement qui a un certain succès, donc on va essayer de continuer. Vous parlez un peu de gastronomie un peu dans vos vins là. Oui, parce que je crois beaucoup à ça. Alors moi-même, j'ai une autre histoire. Moi, j'ai été éducateur de rue, je me suis occupé d'enfants abandonnés, j'ai été au Brésil. Donc j'ai toujours adoré le vin, mais je l'ai toujours regardé avec une curiosité, comme si ça n'allait jamais être mon métier. Puis un jour, une de mes sœurs m'a dit « Est-ce que tu voudrais pas me conseiller ?» Alors j'ai travaillé un peu pour elle à Château-Bouscot dans la Pessac-Léognan. Et puis un jour, je me suis dit « Mais j'aimerais bien faire mon propre vin. » Et dans l'entre-deux-mers, parce que justement, on peut y aller dans un pays de cuisiniers, parce que le reste est peut-être un peu trop gagné par l'œnologie. Alors l'œnologie est très intéressante, mais de réaborder par la cuisine, c'est fabuleux. La particularité de ce vin, c'est quoi là-bas à Camarsac? Dites-moi. Justement, la particularité, c'est de pouvoir faire des vins très très différents. Parce que quand on va être sur les bas de côte qui vont être très argileux, par exemple, on va faire des vins très frais, ou donc on va faire des vins très sur le fruit, etc. Dans les hautes côtes, on va plutôt travailler sur des cabernets, sur des mûrissements plus longs. Donc là, on va essayer de rechercher de la force tannique, etc. Et donc, c'est plus la différenciation et la capacité de faire ces plats différents qui est pour moi la force des vins de Camarsac. Ah, vous aimez accueillir les gens et c'est pour ça aussi aujourd'hui on est là sur le salon Workshop No Tourisme. Qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça? C'est de faire visiter vos lieux et aussi de faire goûter justement tous ces vins. Mais la volonté de faire la cuisine, c'est la volonté de partager quelque chose. Et nos produits, c'est des produits à partager. Alors on fait beaucoup d'activités. Alors moi, celui que j'aime le plus guider, entre guillemets, c'est des ateliers d'assemblage. Parce qu'on ne fait pas des ateliers d'assemblage de cépages, mais des ateliers d'assemblage de saveurs. Et là, donc, on essaye de rentrer dans des questions de cuisine et les personnes vont chacun ressortir avec leur bouteille avec des saveurs vraiment différentes. Et là, on est dans ce partage-là. Et finalement, on l'aborde aussi à travers l'histoire, parce que dans l'histoire, on va dire aux gens, mais qu'est-ce que vous préférez, la partie 14e, le colombier du 16e, la cour du 18e, le photovoltaïque du 20e qui nous met dans l'écologie. Les gens ne savent pas répondre et je leur dis, mais finalement,
la question n'est pas de répondre l'un à l'autre, c'est d'arriver à savoir comment on crée des harmonies. Et la question des saveurs, c'est exactement la même chose. C'est d'essayer de trouver des goûts différents et pas de se dire l'un est meilleur que l'autre. C'est de se dire comment on va mettre en harmonie. Et c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de travailler tout notre no-tourisme. C'est toute une poésie. En tout cas, il y a une philosophie qui sous-tend tout ça quand même. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la diversité et qui croit que faire équipe, et on le retrouve dans nos équipes aussi, faire équipe, c'est aussi avoir des gens divers. Faire du vin, c'est accepter cette diversité et penser que parfois, un œnologue va nous dire « Oh, cette cuve, je la trouve pas très bonne. » Ah oui, mais elle est très typique. Et finalement, on va retirer de cette typicité quelque chose d'exceptionnel et qui, des fois, va aller dans notre cuvée prestige. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et d'unique. Et finalement, on se fait aussi plaisir, parce qu'on est là pour se faire plaisir. Enfin, j'ai eu la chance, dans ma vie, de pouvoir faire des choix de ce que je faisais avec des métiers très divers, et je fais ça avec plaisir. Voilà. Et donc, on essaye de le partager. Vous êtes quelqu'un de libre. J'espère. On l'est toujours plus ou moins. Je vais vous passer la parole, Bruno. Oui. Donc, château de Seguin. Alors déjà, parlez-nous de ce lieu et de sa particularité. Donc le château de Seguin, comme le château de Camarsac, se situe à 15 km de Bordeaux, au début de l'entre-deux-mers, à Lignan de Bordeaux exactement. Donc c'est une propriété assez vaste, c'est une propriété qui fait 173 hectares avec 100 hectares de vignobles. Donc 173 hectares. Ouais, c'est très grand. Et en fait, quand les gens arrivent au milieu de cette vaste propriété, on est complètement dépaysé. Même si quand on est en Bordelais, on n'est pas dépaysé de voir de la vigne, mais là on est vraiment entouré de vignes, entouré de champs, de forêts. Donc c'est une très belle propriété, très grande propriété. Et au sein du château de Seguin, donc, nous avons une offre variée, œnotouristique. En complément bien évidemment de notre premier métier qui est faire du vin, nous offrons divers comment dire, on va parler de possibilités aux touristes, que ce soit au niveau logement avec des chambres d'hôtes et un gîte. Il y a combien de chambres d'hôtes? Donc nous avons 5 chambres d'hôtes et un château qui sert de gîte. Puisque vous arrivez sur la propriété, on vous laisse les clés du château. Voilà, vous avez 6 chambres dans le château, 6 chambres doubles. La possibilité également de se marier au château, puisque nous avons une grande salle de 300 mètres carrés qui peut accueillir donc jusqu'à 300 personnes assises, une vaste cour de plus de 1000 mètres carrés. Donc mariage, les séminaires également, une offre intéressante au niveau des séminaires. Et récemment, au mois d'octobre, nous venons d'ouvrir une nouvelle activité œnotouristique qui s'appelle le Vitichaud. Et où là, on a un parcours œnotouristique au sein d'anciens chais, on va dire, des anciens cuviers qui datent de 1920 et qui nous mènent jusqu'à une boutique que nous avons, elle, construite au mois d'octobre l'année dernière. Vitichaud, ça s'écrit comme un vitichaud, comme un chaud? Voilà, exactement. D'accord. Vitichaud, pourquoi chaud? Puisque dans cette activité, on va retrouver un son et lumière, un véritable son et lumière, avec un film d'animation qui va en fait vous expliquer les gestes, le savoir-faire, le travail du vigneron en 1920. Et bien évidemment, après ce film d'animation et ce son et lumière, durant la dégustation à la boutique, on va reprendre tout ça et parler de la différence bien évidemment qu'il y a entre 1920 et aujourd'hui, comment on faisait les vins à l'époque, comment on faisait la viticulture à l'époque et aujourd'hui. Voilà, donc une offre œnotouristique vraiment large au château de Seguin. Les différences qu'il y a maintenant avec avant, c'est sur les technologies bien évidemment, mais est-ce qu'on retrouve des fondamentaux? Alors, les fondamentaux, on les retrouve puisqu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de chais et de propriétés s'équipent ou essaient de s'équiper avec des chais de type gravitaire. Comme avant. Et c'est en 1920, notre chais, qui est d'époque, les équipements sont d'époque, on a un chais de type gravitaire. Voilà un exemple. Bien évidemment, après, au niveau de la taille, etc., le ciseau a été remplacé par des ciseaux électriques. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué.
Mais on revient, c'est vrai, à certains fondamentaux de la viticulture et de comment faire le vin. Les anciens avaient compris avant nous comment il fallait faire le vin. Même si qualitativement aujourd'hui, je dirais qu'on a passé quelques stades. Le no-tourisme, Oui. pour vous, c'est quelque chose qui est indissociable de votre travail de vigneron? Alors indissociable, pas forcément, mais ça en fait, je dirais que ça en fait partie. C'est une activité complémentaire et c'est vrai que quand on aime son métier, on a envie de le faire découvrir aussi. Donc oui, on est heureux de recevoir du monde à la propriété, bien évidemment. Votre but à tous les deux, c'est de faire en sorte que quand les personnes viennent chez vous, elles se souviennent et elles en parlent et qu'elles disent, c'est ça votre meilleure communication? Oui, avec des choses simples. Ouais. Je sais que nous, on reçoit et on essaie de recevoir un maximum de personnes, et notamment d'enfants. Ouais. Et avec des petits ateliers tout simples, on leur fait découper un grain de raisin, ouais, et on leur montre qu'à l'intérieur, la pulpe est incolore. Ce qui donne la couleur au vin rouge, ça va être la peau. Ouais. Voilà. Et ouais, se salir les doigts avec... Et ils partent du château de Seguin. Avec autre chose. Ils ont appris au moins une chose, et ils retiennent la base de la vinification, je dirais. Les enfants apprennent le raisin et après on apprend l'assemblage plus tard. Voilà, exactement. Oui, et puis je crois que c'est important d'arriver sur des choses ludiques. Et puis le vin, ça fait peur. On a l'impression que c'est une connaissance incroyable. Ouais. Alors si on commence à aborder l'œnologie, c'est impressionnant, alors qu'on va parler de maturité, par exemple, de dire il n'y a pas une bonne maturité, mais plusieurs bonnes maturités, personne ne comprend rien. Oui. Mais vous expliquez ça avec une tomate en disant vous allez manger une tomate, la croquer comme ça, à la croque au sel, et puis une tomate, salade de tomates ou un coulis de tomates, c'est pas la même maturité. Et elles sont toutes mûres, mais mûres pour faire quelque chose de différent. Et quand on aborde le vin un petit peu comme ça, en donnant des exemples simples, etc., finalement les gens se disent mais c'est simple. Et à partir du moment où on simplifie la notion du vin, ça intéresse. Mais comme la cuisine, parce que c'est pas parce que les gens vont se dire tiens, j'ai compris qu'ils seront capables demain de faire d'aussi bons vins que nous. Et par contre, si ça donne envie, c'est super. Mais comme font les grands chefs n'ont pas peur aujourd'hui de communiquer. On peut trouver toutes leurs recettes. Après, je ne sais pas si vous essayez, mais c'est compliqué d'y parvenir. Et je crois qu'on doit, on doit essayer en tout cas. Transmettre ça. Voilà, on doit transmettre cette curiosité, cette envie. Tout à fait. Quand on part de votre château, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise? Qu'on l'a visité et qu'on en garde un très bon souvenir. Et qu'on l'a goûté également, si on parle du vin. Les étoiles dans les yeux, c'est de voir quand des gens partent avec un côté un peu émerveillé, ça c'est exceptionnel. C'est du rêve aussi que vous proposez quelque part. Oui, et qu'on partage et qu'on fait partager, hein. C'est important, c'est un vrai partage et on est vraiment heureux de recevoir du monde, quoi. Nous, ça nous a fait plaisir de vous recevoir en tout cas sur notre plateau. Merci. Et puis on vous dit à très très bientôt, puis un bon salon ici au Hangar 14. Merci beaucoup. À bientôt.